parle de Marseille parce que Marseille est emblématique de la manière dont fonctionne l'État et pour le coup, il n'y a pas qu'Emmanuel Macron qui soit responsable. Il est responsable parce qu'il est le chef de l'État et qu'il aurait dû réformer l'État. Mais j'ai appris ce matin un chiffre fou. Il vient donc en 2021, nous sommes d'accord, faire ce discours du Marseille en grand. Il y a donc des crédits qui sont débloqués pour 5 milliards. Est-ce que vous savez le pourcentage de ces crédits qui ont été utilisés aujourd'hui ? C'est autour de 1,3. 1,23%. 1,23%. C'est-à-dire que la parole d'État, de public, ne vaut rien en France. Sauf, et là il faut le dire, lorsqu'Emmanuel Macron il a fait un truc formidable. Avec Notre-Dame, il a pris M. Georgelin, qui est décédé depuis, il l'a mis à l'Élysée et il a piloté en direct Notre-Dame et 5 ans plus tard, Notre-Dame va rouvrir. Donc quand on peut, quand on veut, on peut. Voilà. Mais que n'a-t-il pas fait cela, surtout l'État ? C'est ça le job d'un président de la République. Il aura parlé, mais à l'arrivée, il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est un fiasco total, inefficacité de l'État. Aucun calendrier n'a été mis en place. Aucune méthode, pas de pilote, pas de communauté de suivi, rien. Et vous savez sur quoi se basaient les uns et les autres qui devaient mettre en chantier ce qu'avait dit Emmanuel Macron ? Juste son discours, une feuille de route. C'est comme si un chef d'entreprise arrivait, parlait aux gens, il n'y avait rien derrière, aucune organisation. C'est nul. Mais donc évidemment, ça, et donc rien n'est fait. Donc on devait le manque d'équipement, insécurité, on devait rénover l'école, le travail, tout ça, rien n'a été fait. C'est sidérant quand même. La parole publique ne veut rien dire. Avec les élus locaux, il y a aussi un problème avec les... Mais c'est pour ça, j'ai commencé par dire, c'est pas qu'Emmanuel Macron, sauf qu'il est le chef. Donc il doit tout réformer, autrement il ne sert à rien. Et là, il a servi à rien. Il a parlé. Donc voyons le rapport de la Cour des comptes. Je trouve ça effrayant. Mais ce qui est terrible, c'est que je le répète, quand on veut, Notre-Dame, ça va rouvrir. Vous voyez le sujet ? Et le sujet est signé... je ne sais pas de qui il est signé le sujet, mais on va l'écouter. Premier constat alarmant. Marseille compte moins de policiers qu'il y a 7 ans. L'an dernier, il n'était que 4064, soit une baisse de 4%. Un chiffre, néanmoins reparti à la hausse depuis 2021, et le lancement du plan Marseille en grand. Ces renforts, pour la plupart des agents sortis d'école, restent insuffisants pour combler les départs à la retraite et les demandes d'affectation dans d'autres villes. Marseille est moins attractive à cause des problèmes de logement et aux difficultés liées aux conditions de travail. En témoigne l'explosion des jours d'arrêt maladie. En 2023, ils ont été multipliés par 4 dans les rangs de la police aux frontières. La lutte contre le trafic de drogue, elle, porte ses fruits. Depuis 2020, 40% des points de deal ont été démantelés et des têtes de réseau ont été interpellées. À noter tout de même que le taux d'élucidation des narcomicides a été divisé par 2 entre 2022 et 2021. Un combat contre les dealers qui impacte d'autres missions. L'an dernier, les effectifs de police secours ne se sont déplacés que pour environ la moitié des appels au 17. Autre point noir, la vidéosurveillance. Seules 90 des 500 caméras prévues pour juin dernier ont été installées dans la cité phocéenne. Emmanuel Macron avait fait de Marseille vraiment une de ses priorités. Je suis amoureux de Marseille parce que j'aime les villes tragiques, méditerranéennes. Oui. Alors, c'est là qu'on voit que c'est pas adapté tout ça. C'est pas Julien Sorel d'être président de la République. Mais non, mais c'est un vrai problème d'ailleurs. Parce que c'est pas le bon casting. En fait, on veut un chef d'équipe. On veut Bonaparte. Et on a quelqu'un qui ne sait pas mettre en place. Il sait bien parler, il est très brillant, il a été formidable, il aura séduit, il a été 2 fois élu pour ça. Oui. Mais qu'a-t-il fait ? La différence, c'est que Bonaparte, lui, se met pas en représentation permanente. C'est-à-dire Bonaparte, il traîne le sabre. Non, il traîne le sabre ensuite après. Mais d'abord. Oui, mais là, l'État, c'est le chiffre, il est terrible. Qu'est-ce que vous en pensez ? 1,3% des crédits des 5 milliards ont été utilisés. Donc ça sert à rien de parler. Mais ça montre aussi tous les dysfonctionnements des administrations qui ne se mettent jamais d'accord entre elles pour pouvoir commencer les travaux. Et ça, c'est un autre problème qu'on ne soulève pas assez. L'inefficacité de l'administration. Mais on le sait, mais sans arrêt, l'inefficacité de l'administration. Nous en parlons matin, midi et soir. La première réforme du pays, c'est la réforme de l'État. Donc... Non, mais on aurait choisi, par exemple, de nommer un préfet pour ça. Oui. Juste pour ça. Parce qu'il y a quand même... Mais il y en a un préfet. Oui.
Mais c'est ça. Mais il est là. Qui conteste d'ailleurs le chiffre de la Cour des comptes. Moi, c'est ce qui m'a fait le plus rire. Parce que Rire, je ne sais pas si c'est le bon mot. Charlotte Dornelas. Et donc, il y a le rapport de la Cour des comptes qui dit que rien n'a été prévu, rien n'a été étudié, et donc, évidemment, dans la mise en œuvre. Parce que, bon, il y a 1,3% des crédits qui ont été alloués, mais à la limite, on préfère ça plutôt que des crédits alloués on ne sait où et qui auraient disparu depuis. Donc là, étant donné qu'il souligne une très mauvaise organisation, et le préfet qui est chargé de cette mise en place a répondu en disant « je ne sais pas d'où vient ce chiffre », puisque certains crédits ont été alloués. Alors je me suis dit, si en plus ils n'arrivent pas à s'entendre sur de quel argent ils disposent exactement, puisque la Cour des comptes dit qu'il faudrait une superstructure. Moi, ce mot-là me fait un peu peur aussi. Donc, je ne sais pas trop comment distribuer les bons et les mauvais points. Ce qui est sûr, c'est qu'en effet, à l'époque, Emmanuel Macron avait écrit un poème sur la ville tragique de Marseille, mais on voyait bien dans sa présentation de son Marseille en grand qu'il ne savait pas par où commencer, lui. Donc après, la mise en œuvre, est-ce qu'elle c'est-à-dire qu'il ne l'avait pas préparé, il n'avait rien parlé. Enfin, on l'a dit 50 fois, Emmanuel Macron aura parlé. Oui, c'est ça. Et plutôt bien. Mais sa parole n'est pas magique. Voilà, il aura parlé et fait des discours. Mais il vit Et distribue de l'argent. Chante. Il vit à Marseille qui est totalement fantasmé parce qu'il a des amis, des amis industriels, grands industriels à Marseille. Donc voilà, c'est à partir de là qu'il... Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Vous voulez dire quoi? Des grands amis industriels à Marseille, monsieur Massescaron? La famille, la famille Saadé notamment, bien sûr, CMA, CGM, voilà. Monsieur Saadé qui est propriétaire de notre principal concurrent, de Chaîne Info, c'est ce que vous voulez dire. Bien sûr. Je ne l'ai pas dit, c'est vous qui l'avez dit. Non, qui a aussi, des actions, en tout cas, qui peut travailler même au Liban. Cette haine vigilante qu'on appelle la confraternité. Mais il n'y a pas de confraternité. Si, il y a confraternité, bien sûr. Mais bon. Là, c'est juste l'explication pour que les personnes aient l'ensemble du tableau. Oui. Qui nous écoutent. C'est normal. Oui. Que les personnes aient l'ensemble du tableau. C'est-à-dire qu'il est allé à Marseille parce qu'il était habillé avec M. Saadé, c'est ce que vous voulez dire. Non, mais l'intérêt d'Emmanuel Macron est un intérêt réel pour Marseille. Et c'est un intérêt aussi qui est nourri. Voilà. Il y a un divorce depuis les dernières élections législatives. C'est-à-dire Florian Tardif. Il n'en parle plus du tout. Marseille, il n'en parle plus. Ouais. Il n'en parle plus parce qu'il ne parle pas de ce qui ne marche pas. Et je me demande de quoi il va parler. Il ne comprenait pas le fait que, justement, il avait annoncé un plan de 5 milliards d'euros et il n'arrivait pas à comprendre que les Marseillais ne lui rendent pas, entre guillemets... Quelle ingratitude. Oui, non, mais parce que, dans les urnes. Mais en fait, on se rend compte qu'il n'y a que 1,3% des 5 milliards qui ont été... mais je connais la défense du président Macron. Le président Macron dit c'est pas de ma faute, moi j'ai fait le job et c'est à eux de faire derrière. C'est toujours la même chose. Il exclut sa responsabilité sur tout ce qui se passe en France. Donc il dit moi j'ai fait le job, j'ai parlé. Il pense qu'il suffit que de parler. Mais je le répète, une fois ça a très bien marché parce qu'il a pris le dossier à bras le corps, si j'ose dire. Il y a eu une loi d'exception, je crois, pour Notre-Dame. Oui. Ouais. Ça en dit beaucoup sur notre État. Ils ont fait ce qu'ils voulaient, en fait. Non, mais tant mieux. Mais tant mieux. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Notre-Dame va rouvrir. Il y a un terme qui n'existe pas. En fait, Notre-Dame est un succès, comme les Jeux ont été un succès. Donc, quand on veut, on peut. Pour Notre-Dame, n'oublions pas non plus la mobilisation des Français, la mobilisation des industriels, justement. Oui, mais ça, l'argent, c'est même pas le problème. Là. Attendez, oui, si, quand même. Non, c'est pas le problème, là. C'est pas l'argent le problème. Mais il y a un terme qui devrait nous guider. En France, c'est la planification. On n'en parle jamais. Pourquoi ça a marché avec Notre-Dame? Oui, on a un haut commissaire à la... On a un haut commissaire de la planification, monsieur. L'ardente obligation. En tout cas, je trouve que c'est emblématique et je voulais vous en parler dès ce matin. Je répète le chiffre fou, 1,23%. Donc, alors je comprends qu'il ne peut même plus aller à Marseille, en fait. Non. Parce qu'il y a un moment, on va lui dire, mais ça ne sert à rien. Mais visiblement, les Marseillais ont compris. Bon. Compte tenu de ce qui s'est passé en juin dernier. Oui, et quand on pense qu'ils veulent en plus, qu'ils a envisagé de modifier la loi PLM, s'il allait jusqu'au bout, c'est l'assurance, que LFI prendrait la ville de Marseille, quand on regarde les résultats. Monsieur Delogout est bien placé. Ouais. On va le dire comme ça. Mais monsieur Aloisio, Franck Aloisio, sera bien placé. Alizio. Monsieur Alizio, pardonnez-moi. Sera aussi un candidat possible à Marseille. Bon, le budget, puisque vous avez la parole, Florian Tardif. Non, le budget. Tout est lié et je pense que la commission d'enquête qui va commencer à auditionner après l'étude du budget de nombreux acteurs va dévoiler le fait qu'il n'y a pas de planification dans notre pays et qu'on a quasiment distribué l'argent ces 3 dernières années. On a, c'est ce qu'on me dit dans l'entourage de l'exécutif, et on peut en faire un récit assez détaillé, arrosé
tous les Français. C'est-à-dire qu'il y a eu des décisions, on parle beaucoup et on se concentre sur le fait qu'il y a eu de mauvaises prévisions qui ont été effectuées l'année dernière et il y a eu cette première alerte du Trésor qui n'a pas été suivie par le gouvernement et donc il y a eu des crédits qui ont été supprimés, puis gelés, etc., etc. Ça, on en parle beaucoup. Mais pour moi, la faute remonte à 2021, 2022, 2023, où si vous refaites le fil précis de ce qui s'est passé, c'est assez édifiant. Alors, M. Armand, qui est notre nouveau ministre de l'économie, a dit aujourd'hui que le 49.3 est inévitable. C'est bien parce qu'il n'est pas Premier ministre, mais il a le droit de le dire, donc ça ne sert à rien de faire des débats. Mais bon, écoutons M. Armand qui donne son avis. Pas du tout. Et on l'a vu en commission des finances ces derniers jours, les parlementaires dans notre pays ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir de faire des propositions, de changer le budget, de taxer davantage ou de taxer moins, mais ils ont aussi une responsabilité, c'est celle de faire aboutir le budget. Et vous avez vu ce qui s'est passé en commission des finances. Après plusieurs jours, ils ont eux-mêmes rejeté le budget qu'ils avaient modifié. Bon, je suis pas sûr que on ait exactement compris ce que disait Antoine Armand et j'ai peut-être apporté un peu de confusion en expliquant. Visiblement, il pense que le 49.3 est évitable, c'est ça. Oui, parce que le 49.3 est évitable. Non, mais il va pas dire l'inverse. Parce que c'est vrai que débuter les débats en disant... Débuter les débats en disant aux députés... Alors, vous inquiétez pas, tout ce que vous avez dit, cause toujours dans 5 jours. C'est un peu dans le sens que je voulais l'écouter dans ce sens-là, mais effectivement, tout le monde sait qu'il y aura un 49.3, donc tout ça encore est du cirque. Puisqu'il y aura... Là, il y a une autre voie de passage. Pire, non ? C'est l'article 47, c'est-à-dire on fait durer les débats pendant des jours et des jours et des jours à coups d'amendements, tout le monde parle et in fine, on ne respecte pas le délai constitutionnel et à ce moment-là, c'est le président de la République qui tranche. L'intérêt du gouvernement, c'est justement qu'il y ait véritablement un débat pour montrer l'absurdité des propositions qui sont faites. Voilà, c'est de bonne guerre. Ce monsieur Armand me paraît être une vedette. Ça fait 2 ou 3 fois que je l'entends. Ce monsieur me paraît vraiment être une vedette, si vous me permettez. Non, mais c'est symptomatique du mal français. C'est-à-dire qu'au lieu de penser à réduire les dépenses de l'État, on va vous chercher des impôts potentiellement à trouver en ouvrant les paris en ligne, enfin les casinos en ligne, ce qui nous permet de... Tu vas aller chercher de l'argent sur les taxes, mais enfin, c'est genre... Il y a aussi... Mais vraiment, c'est ce que la commission d'enquête va révéler. Je vous le dis, dans 3, 4, 5 semaines, Bruno Le Maire quasiment va être blanchi. C'est-à-dire que tout le monde lui tombe sur le dos en ce moment. Vous allez voir, la commission d'enquête va révéler qu'on a dépensé l'argent public n'importe comment. Mais y a C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous donner un exemple. Au moment où, effectivement, il y a un contexte inflationniste important, c'était il y a 2 ans, Jean Castex, c'est quasiment 2 ans jour pour jour, se rend sur le plateau de TF1 et annonce le gel des tarifs du gaz, alors même qu'on ne connaît pas encore le cours du gaz. C'est-à-dire qu'on annonce une mesure, on ne sait pas si elle va coûter 5 milliards, 10 milliards, 15 milliards, 20 milliards, 30 milliards. Le ministre de l'économie n'est même pas au courant. Mais il y en avait qui n'étaient même pas au courant de la distribution. Non, mais et on peut reprendre le fil de tout ce... un mois après, on dépense, on annonce aux Français, à 38 millions de Français, vous allez voir un chèque énergie. 100 €, c'est pas 3,8 milliards d'euros pour l'ensemble de la collectivité, etc. La commission budget prévoit aussi des dépenses, puisque M. Coquerel a défendu un point de vue pour inciter au tourisme éolien en mer. Tourisme éolien, qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà. Bon, Laurent, Laurent Saint-Martin, on commence à le connaître. Lui, il me paraît plus crédible. Trop d'impôts, tu l'impôt. C'est pas mal de dire ça. Quelle grande trouvaille. C'est ce qu'on apprend en cours d'économie au bout de 2 semaines. Il y a un excellent papier dans le Figaro ce matin sur la période 86-88. Qui est la meilleure période, une des meilleures périodes françaises en matière d'économie, avec un peu de libéralisme, disons-le, sous l'impulsion d'Alain Madelin, sous l'impulsion d'un Chirac à l'époque qui était Thatcher-Reagan. Il a perdu en 88, donc ils sont pas revenus sur le libéral, mais ils ont privatisé, ils ont fait des économies, ils ont réduit la dépense publique, et ils ont allégé les impôts. Ça serait pas mal de faire ça, en fait. Écoutez Laurent Saint-Martin. Je suis pas sûr que ce soit... Nous avons un budget qui signifierait moins de pouvoir d'achat, moins de compétitivité, moins de croissance et moins d'emplois. Il n'y aurait pas de moyen plus sûr pour engager notre pays sur la voie de la récession et compromettre l'effort de redressement de nos finances publiques. Trop d'impôts tue l'impôt. Sans activité économique, sans création d'emplois, sans consommation,
il n'y a pas de recettes fiscales. Nous ne redresserons pas nos recettes et par conséquent nos finances sans croissance. Les contribuables ne sont pas des porte-monnaies en libre service. Rétablir les comptes, ce n'est pas confisquer l'argent des Français. Si nous taxons trop, nous briserons le consentement à l'impôt. Ce n'est juste pas responsable, ce n'est juste pas raisonnable, ce n'est juste pas acceptable. Bon, il est pas mal cet homme, et puis au moins c'est clair. Il a raison. Mais oui, mais c'est du bon sens. Mais c'est du bon sens. Oui, mais tout le monde n'est pas C'est-à-dire aligné. que En fait, vous pouvez- t'en as pas un qui dit la même chose. Le problème, c'est que quand on taxe en fait- plus, on réduit la croissance. Mais ce que je veux vous dire, on vient d'entendre un ministre du budget qui dit le contraire de son ministre de l'économie, qui expliquait avant qu'il faut taxer les jeux en ligne et même. Je ne pense pas qu'Antoine Armand pense ça, mais c'est vrai que c'était pas clair. C'est ce qui. Ah oui, mais je suis d'accord avec vous. Monsieur Armand, il s'appelle comment Antoine. Et qu'il vienne sur ce plateau. Monsieur, double A déjà, c'est pas mal quand tu t'appelles double A. Il a déjà une bonne note pour double A. Non, attention. Pour l'andouillette. Comment C'est l'andouillette qui a AAA. Oui, non. Attention. Non, mais Attention. soyez respectueux. Pardon. Mais C'est délicieux. quel âge il a, ce monsieur? Je crois qu'il y a un peu plus de 30. Oui, il a 33, 32, 33. Et vous pensez qu'à 33 ans, tu peux être ministre de l'économie, c'est pas un problème? Ça choque personne. L'Élysée n'en voulait pas. Donc, Et ça choque personne que quelqu'un qui a 33 ans, qui n'a pas fait peut-être grand-chose dans sa vie, soit ministre de l'économie? Pour le coup, c'est il a fait quoi? l'un des plus diplômés de... Ah non, mais qu'il soit diplômé, ça, il n'y a pas de souci. Il est déjà entré dans la légende en plus. Pourquoi? Ah bon, au moment de la 33 passion ans. des pouvoirs, son discours, son hommage à Bruno Le Maire restera Ah oui, dans les annales. son C'est hommage quand à même un Bruno Le grand Maire, oui. moment. Mais je vous le dis, on va Non, mais ça me découvrir paraît- un petit peu la réalité sur ce qui s'est passé ces dernières années.